puisque notre but, c'est vraiment de pouvoir accompagner les acteurs économiques dans leur démarche vers une économie plus responsable. Et donc, du coup, pour accompagner ces acteurs économiques, on a la conviction chez ID que la labellisation, c'est un outil, un moyen clé. Et Nicolas vous en dira un peu plus à la suite de mon introduction. Bien sûr, c'est pas le seul. Et j'apporterai quelques éléments complémentaires de ce qu'on fait chez Initiative Durable pour accompagner les entreprises dans leur démarche de progrès. Mais en tout cas, c'est un sujet qui nous paraissait vraiment un sujet d'actualité et Olivier nous en dira plus, notamment parce que ces dernières années, il y a une forte diversité de labels qui ont émergé du coup, qui ont tous des manières de fonctionner qui peuvent être assez différentes. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir un peu se repérer finalement dans cette jungle de labels qui est en train d'émerger. Et il y a eu tout un travail qui a été fait récemment, justement, à l'initiative de la plateforme RSE, donc avec le gouvernement et des acteurs qui travaillent sur ces sujets, dont Olivier faisait partie, pour essayer finalement d'éclaircir quelles sont les conditions de fiabilité d'un label RSE, pour pouvoir aider les acteurs à faire leurs choix et faire des choix éclairés quand ils souhaitent s'engager dans cette démarche de progrès. Donc Olivier pourra revenir un petit peu plus sur finalement ces critères qui ont été co-construits. Et peut-être du coup, Clara, si tu veux nous passer quelques slides sur Initiative Durable pour que je vous explique un petit peu qui on est et donc que vous compreniez comment ça s'inscrit aussi globalement ce webinaire dans nos actions. Chez ID, en plus du coup d'accompagner sur les sujets de labellisation, on a 4 grands métiers. L'animation de réseau, donc c'est comment, en mettant en relation les acteurs sur des enjeux de développement durable, sur des enjeux d'économie circulaire, comment on arrive à leur faire échanger des bonnes pratiques pour progresser ensemble. On accompagne également des territoires à travers des animations de démarches d'économie circulaire sur les territoires ou à travers l'accompagnement des collectivités finalement dans des démarches de progrès sur les thèmes climat, air, énergie notamment. Le troisième volet, c'est promouvoir l'économie responsable à travers 2 actions fortes que sont les trophées RSE. Donc, c'est un prix qui valorise des bonnes pratiques d'entreprise sur toute la région Grand Est et en matière de RSE. Les candidatures vont d'ailleurs être ouvertes très prochainement, donc restez à l'affût de nos actualités. Et puis, bien sûr, le Forum du développement durable, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour y avoir déjà participé, puisque cette année, c'est la 15e édition que nous organisons pour faire connaître du coup ces bonnes pratiques au cours d'une journée phare de rencontres, de conférences, d'ateliers avec des intervenants du Grand Est, mais pas que. Vous pouvez déjà noter la date si ça vous intéresse de nous rejoindre. Ce sera le 5 novembre au Palais de la Musique et des Congrès cette année. Donc, on a déjà la date qui est validée. On espère vous compter parmi nous. Je vous remettrai toutes les informations dans le mail récapitulatif dans tous les cas. Et donc, le dernier levier qu'on mobilise pour accompagner finalement à cette économie responsable, c'est l'accompagnement des entreprises. Et du coup, on a 2 leviers qui sont l'accompagnement de nos adhérents avec une partie diagnostic et puis la construction de ce qu'on appelle un contrat de progrès, c'est-à-dire un plan d'action qu'ils se fixent sur 3 ans pour mettre en place leur démarche RSE. Mais au-delà de ce qui est intégré à cette adhésion, on a un certain nombre d'accompagnements complémentaires qu'on peut proposer. Clara, tu peux passer à la slide d'après. Vous avez ici un résumé assez synthétique du type de prestations qu'on peut proposer pour accompagner les entreprises dans leur démarche, que ce soit à construire une feuille de route sur la RSE, accompagner pour devenir entreprise à mission. Récemment, vous avez certainement entendu parler de cette nouvelle réglementation européenne qui est la CSRD qui s'impose de plus en plus aux grandes entreprises. Et donc, on accompagne les entreprises qui souhaitent s'y lancer et être accompagnées pour le faire. Et on avait d'ailleurs fait un webinaire sur le sujet également avec Olivier l'année dernière. Donc, si vous voulez retrouver les informations, n'hésitez pas.
Et puis, du coup, on accompagne aussi à déployer et piloter la démarche RSE dans les entreprises ou encore à sensibiliser les collaborateurs, à se former sur des sujets RSE. Et enfin, du coup, à se lancer dans des démarches de labellisation. Donc tout ça, je dis on, mais c'est principalement Nicolas qui est avec nous aujourd'hui et qui va prendre la parole juste après. En tout cas, c'est vraiment lui qui est le maître d'œuvre et qui peut accompagner sur tous ces volets-là. Donc voilà en quelques mots très brefs ce qu'on peut proposer chez Initiative Durable et pourquoi ça nous tenait à cœur finalement d'organiser ce webinaire sur les labels RSE. Donc en quelques mots, comment ça va se dérouler? On a prévu un petit temps pour juste se remémorer à quoi ça sert finalement de se faire labelliser. Quels sont les critères qui doivent vous aider à choisir le bon label pour vous? Est-ce que déjà il y a des critères simplement de base de fiabilité d'un label et puis après il y en a peut-être qui vont vous orienter plutôt à choisir l'un que l'autre? Est-ce que c'est parce qu'il est thématique? Est-ce que c'est parce qu'il est territorial? Vous en saurez plus. Et puis ensuite, comment vous pouvez vous lancer dans la démarche? Donc on balayera ces différents temps, ces différents aspects et puis on gardera un petit temps à la fin pour les questions. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être dans un premier temps de mettre vos questions à l'écrit, dans le petit onglet questions et réponses Q et R que vous voyez en haut de votre écran. Et donc, si jamais, il y a besoin d'expliciter la question, vous pourrez, peut-être, rallumer vos micros et le préciser à l'oral. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre toutes les questions, mais on essaiera de regrouper peut-être les questions qui vont ensemble. J'en ai fini, je ne monopolise plus la parole. Je vais donc laisser la parole à nos deux intervenants du jour, que sont Olivier Graffin, du coup, qui est responsable développement et coordinateur RSE et développement durable au sein de l'AFNOR, du groupe AFNOR. Donc merci encore Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Et Nicolas Heinz, qui est chargé de projet RSE senior chez Initiative Durable et qui du coup accompagne les entreprises, notamment dans les démarches de labellisation, comme je vous le disais. Donc pour commencer, Nicolas, peut-être tu pourrais nous dire quelques mots sur finalement pourquoi se lancer dans une démarche de labellisation. Oui, merci Marie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, l'idée un petit peu de pourquoi se faire labelliser, c'est aussi expliquer un peu la philosophie qu'on a notamment chez Initiative Durable sur le sujet. Donc pour nous, on a vraiment l'objectif historique, hein, parce que Marie expliqué, on a deux métiers différents sur l'accompagnement des entreprises sur les sujets RSE, à la fois auprès de nos adhérents et aussi de clients, alors que parfois ce sont des adhérents, mais parfois pas forcément adhérents. On a vraiment une volonté d'accompagner nos adhérents, nos clients dans une démarche de progression en matière de RSE. Ça permet aussi d'être aussi en lien avec la raison d'être de notre organisation, qui est tous une bonne raison d'agir. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, pour nous, il y a différents moyens d'embarquer nos adhérents, nos clients dans une démarche de progrès sur les sujets de RSE. Une des manières, Marie l'a évoqué, c'est notre outil interne qui est le contrat de progrès, qui permet de définir des engagements RSE qui sont suivis par des équipes de chez Initiative Durable. Et puis un autre aspect qu'on a noté, c'est plutôt de passer par une démarche de labellisation externe. L'idée de cette démarche de labellisation et de qui correspond à cette progression en matière de RSE, c'est en fait que les labels permettent d'une part de valoriser la maturité d'une démarche RSE dans une organisation, et puis surtout d'avoir ce qui nous semble important, c'est d'avoir en tout cas un regard externe, tiers sur cette performance et qui est suivi dans le temps, puisque l'un des objectifs de la labellisation, c'est qu'il y ait un suivi, un maintien dans le temps, etc. Donc pour nous, c'est vraiment cette idée-là que les labels puissent contribuer à notre vision d'accompagner, enfin notre vocation d'accompagner nos adhérents, nos clients dans une démarche de progrès. De manière plus pragmatique, peut-être pour vous, entreprise. Donc, on a parlé voilà, pourquoi être labellisé dans une
enfin, pourquoi labelliser sa démarche RSE? D'une part, alors, on l'a dit, être dans une démarche de progression avec un regard extérieur, c'est-à-dire que les audits réguliers, les audits de suivi vous permettent à chaque fois de vous re-questionner sur votre engagement, votre maturité en matière de RSE, et puis vous re-challenge régulièrement sur ces questions-là. Et ensuite, on a pas mal d'éléments qui sont en lien aussi avec des démarches RSE au sens large, mais là qui sont en plus effectivement valorisées par ce regard extérieur. C'est forcément valoriser sa marque employeur, puisque la RSE, de manière globale, permet, en tout cas, il y a un des leviers qui permet d'améliorer les recrutements, la fidélisation des collaborateurs, etc. Potentiellement de développer de nouveaux marchés, donc toujours dans l'idée de, face à des demandes clients qui sont de plus en plus, on va dire, vont être de plus en plus pressantes sur les sujets de RSE. Ça permet aussi de montrer, voilà, qu'on est dans une démarche RSE qui est reconnue par un tiers extérieur, etc. Ce qui permet aussi potentiellement de se différencier de ses concurrents et de développer des enjeux business enfin, auprès des clients. Et puis globalement améliorer son image vis-à-vis des parties prenantes externes, euh, peut-être potentiellement les financeurs, le monde bancaire, etc. Ou le monde associatif aussi. Du coup, peut-être un complément, Olivier, si vous voulez voilà, nous apporter aussi quelques retours de votre côté sur les avantages que vous voyez Ouais, effectivement de la ouais, bien labellisation. sûr. Bien sûr, oui. Alors, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Du coup, même si je peux même prendre la main, alors, hein, c'est ça, non? Ou je mets le bazar, là? Hop. Là, je pense qu'on ne voit pas les slides passer. Il vaut mieux que ce Ah, soit Clara qui passe les ah, slides. ok. Ah, ok. Bon, bah, du coup, oui, donc je veux bien en effet qu'on passe. Alors, pour ce complément, en fait, c'est un complément et en même temps, ce qui confirme totalement ce que dit Nicolas, puisque au sein du groupe AFNOR, donc nous on porte le label engagé RSE que un certain nombre d'entre vous connaissez. Et en fait, on a mené une petite enquête il y a 2-3 ans maintenant sur justement sur les labellisés des entreprises qui étaient engagées en RSE et avec un certain nombre de résultats, en effet, quand on leur a posé la question finalement, ben, c'est quoi les bénéfices que vous retirez de la démarche de labellisation? Et ben, ça corrobore exactement ce que disait Nicolas. Alors, pour le coup, je sais plus, moi je vois, juste j'ouvre une parenthèse, je vois à l'écran la première slide d'entrée. Est-ce que tout le monde voit la même que moi ou C'est pourquoi se lancer? Je pense que c'est parce euh, que c'est la slide 10, du coup. ah, ok. Alors, Il faut peut-être vous réaligner ah ouais, avec, ok, c'était en fait, la personne qui passe les slides. ouais, ok, c'est pour ça, moi je vois pas. Alors, on peut pas, ah ben la 10, ouais, c'est parfait. Alors, on va C'est passer ça. direct à la 12 d'ailleurs. Parce que c'est c'est le résumé de la totale. Vous êtes sur la 12 aussi? En fait, je vois même pas hein, ce qui C'est qui bon. passe. On est encore un peu dans nos soucis techniques, mais c'est pas grave. Donc, sur la 12, c'est là où vous avez 97%, n'est-ce pas, des labellisés qui, ok, donc tout va bien, on est synchro. Euh, donc ça, ce que je vous disais, hein, ça corrobore exactement ce que disait Nicolas, puisque globalement, l'ensemble des entreprises qui répondent à la question nous disent, bah, en fait, évidemment, ça améliore l'image de marque globale auprès de l'ensemble des parties prenantes. Après, ce qui vient en deuxième et qui est quand même, je trouve, très significatif, c'est ce côté justement dynamique interne. On voit bien que, en fait, les entreprises ne font pas ça que justement pour l'image de marque ou pour gagner des marchés. On voit que gagner des marchés, ça vient quand même plutôt un peu plus loin, on va dire,
dans les bénéfices, mais que vraiment, en termes d'attractivité de l'entreprise pour les collaborateurs, évidemment, de l'image auprès de l'ensemble des parties prenantes, et que le fait que ça crée une dynamique interne parce que les gens se sentent impliqués, évidemment, dans la démarche, et ben, c'est ça qui, finalement, ressort comme point important. Et puis, bah, Nicolas faisait aussi le point sur le fait qu'au travers des audits de suivi réguliers, ou en tout cas des rendez-vous que le labellisateur peut avoir avec l'entreprise, bah forcément, ça nous permet ça permet à l'entreprise d'échanger avec l'équipe d'évaluateurs, ça ouvre des pistes de progrès. Alors, nous, les évaluateurs, on ne prétend pas détenir la vérité, bien sûr, mais finalement, en posant des questions et en challengeant un peu l'entreprise sur des référentiels, bah, ça permet évidemment de favoriser aussi l'innovation, d'échanger, et puis forcément, eh bien, ça, ne serait-ce que de travailler sur le référentiel et d'être labellisé, bah, l'entreprise voit aussi des bénéfices très, très opérationnels sur, par exemple, de la réduction des consommations d'énergie, comme ce que nous renvoient les labellisés, sur l'amélioration des conditions de travail, les déchets, etc., etc., etc. Voilà, donc ça, c'est le petit résumé. Alors, si on avance un peu, Clara, si on passe à la slide 14, voire même, voire même, ouais, voilà, voire même 16. Allez, voilà. Si vous êtes sur la même que moi, donc. C'est bon. Marie, tu faisais référence tout à l'heure à la plateforme nationale RSE, qui est effectivement un organe du gouvernement qui a été mis en place il y a très longtemps, qui dépend de France Stratégie, donc qui dépend en fait des services du Premier ministre, et qui ont mis en place cette plateforme RSE qui est chargée de faire des recommandations en fait au gouvernement sur plein de sujets, remettre des avis consultatifs sur plein de sujets, et notamment cette plateforme qui traite des sujets de la RSE et avait été saisie notamment au moment de la loi Pacte, par le gouvernement sur la manière de diffuser, de déployer en fait la RSE, notamment au sein des PME. Et la question se posait de savoir comment finalement notamment les secteurs professionnels, les fédérations professionnelles pouvaient se saisir de cela. Et la question est venue autour des labels justement. Alors, en particulier des labels sectoriels, mais pas que, puisque évidemment tout cela embarquait des labels génériques. Et donc, la plateforme RSE a mener une expérimentation au travers d'un appel à projet qui a permis à un certain nombre de secteurs d'activité de créer leur label RSE, et ils en ont retiré, du coup, la plateforme a publié en 2021, je crois en mars, il y a pile 3 ans, en mars 2021, un rapport justement issu de cette expérimentation qui faisait état d'un certain nombre de préconisations, de constats sur ce qui pouvait être un label crédible. Et donc, parmi les éléments, et on va rentrer dedans de manière encore plus précise, évidemment, d'abord, il y a la question du référentiel, ça on va le revoir plus tard, la nécessité que le label, évidemment, se soit basé sur un référentiel robuste, crédible, et on va voir quels sont les critères, et puis le fait qu'il y ait aussi quand même l'appel à un organisme tiers indépendant, un OTI, lorsque un label est porté par exemple, une fédération professionnelle, dont ce n'est pas le métier finalement d'être labellisateur, eh bien qu'il y ait justement un organisme tiers indépendant qui puisse intervenir. Donc, il y a eu plein d'autres recommandations. Et alors, dans l'histoire, Clara, si on passe sur les... allez, on va aller carrément à la 15. À la 20 même, à la 20, pardon. à la 20. À la 20. En fait, alors, sans trop rentrer dans les détails, mais cette plateforme RSE, à la suite de cette expérimentation, il était attendu que elle soit saisie à nouveau d'une nouvelle mission qui était justement d'aller plus loin dans, on va pas dire le ménage, mais en tout cas dans le regard
le contrôle d'une certaine manière de ce que pouvaient être justement des labels crédibles et des labels moins crédibles. Étant entendu que, et évidemment, hein, on le sait tous, il y a plein de labels RSE, y compris même sur des sujets constitutifs de la RSE ou des thèmes précis de la RSE. Il y a des labels, il en est un tous les jours quasiment, hein, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Et donc, l'idée était que la plateforme se saisisse justement de cette problématique pour essayer d'éclairer en fait les utilisateurs, les consommateurs, les entreprises aussi qui souhaitaient se faire labelliser avec des critères là-dessus. Et puis, finalement, c'est pas tellement venu. Et donc, alors pour le coup, AFNOR, mais AFNOR pour son rôle de normalisateur, hein, et pas de labellisateur et de certificateur, mais pour son rôle de normalisateur, c'est aussi saisi. D'ailleurs, dans la commission de normalisation, il y a des membres de la plateforme qui aussi nous ont saisi finalement, ont saisi la normalisation française pour dire, mais en fait, peut-être qu'il faut prendre le relais aussi de la plateforme pour établir un texte qui ferait un peu consensus au sein de ces organismes de labellisation pour justement établir des règles ou en tout cas des recommandations et des bonnes pratiques professionnelles qui permettaient donc à la fois aux labellisateurs ou aux organismes qui souhaitaient créer un label, de finalement rentrer dans des critères de crédibilité qui étaient établis, et puis aussi, pourquoi pas, d'éclairer les entreprises qui veulent se faire labelliser pour faire leur choix de ce qu'est un label crédible. Alors, vous avez la définition dans laquelle je ne ressors pas, mais qui est en fait une définition commune qu'on retrouve du coup dans la norme, puisque du coup, il y a eu des travaux de normalisation qui ont été conduits pendant 1 an ou 2, qui en plus, alors je ne vous fais pas tout l'historique, mais sont venus aussi d'une fédération, qui est la fédération des certificateurs, mais j'en dis pas plus, et qui a participé à ces travaux de normalisation et pour établir justement avec un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes, une norme de recommandation qui cadre les pratiques professionnelles des organismes qui interviennent finalement dans les mécanismes de labellisation. La définition, elle est commune à la fois au rapport de la plateforme RSE, donc qui date de 2021, et à cette norme, c'est pour ça que je vous ai mis les 2 documents, et à cette norme sur les labels, qui pour le coup, elle a été publiée beaucoup plus récemment, puisque c'était, je ne sais plus, en novembre, je crois, en novembre ou décembre dernier, hein, novembre 2023 ou décembre 2023. Et voilà. Alors, du coup, si on rentre dans les détails un petit peu de ce que sont... Alors, Clara, si tu peux passer à la slide 21. Voilà. Comme je ne la vois pas, j'imagine que c'est bon. Donc, on a quelques éléments de composantes d'un label crédible, hein, donc, qui ont été établis et qui, d'ailleurs, reprenaient quasi mot pour mot, en fait, les recommandations de la plateforme RSE. Vous voyez les éléments qui sont là. D'abord, le référentiel d'évaluation. La plateforme comme la norme, les acteurs nous disent, en fait, un label, pour être crédible, doit déjà se baser sur un référentiel qui lui-même est crédible. Qui, dans le meilleur des cas, est une initiative internationale ou un référentiel international. Alors évidemment, dans la plateforme, l'ISO 26000 a été beaucoup cité. Il n'y a pas que ça, il y a les objectifs du développement durable de l'ONU, il y a la Global Reporting Initiative, il y a plusieurs référentiels comme ça internationaux dont on sait qu'ils sont robustes et crédibles parce que établis par un certain nombre d'experts, validés au niveau international, etc. Donc le référentiel. Le fait qu'il y ait aussi une forme d'échelle de maturité, c'est peut-être aussi, tiens, j'ouvre une parenthèse que je referme très vite, c'est ce qui fait la différence en fait entre une labellisation, on va dire, et une certification. On n'est pas dans un mécanisme de certification binaire, vous savez, où vous êtes conforme aux exigences du référentiel, vous n'êtes pas conforme, ou vous êtes conforme, vous êtes labellisé, ou certifié, vous n'êtes pas conforme, vous n'êtes pas certifié. Là, on est vraiment dans une logique de progression. Et c'est aussi, c'est ce que tu disais, Nicolas, hein, finalement, c'est cette approche de l'évolution, de la maturité au fur et à mesure du temps qui fait que l'entreprise va intégrer de plus en plus de paramètres de la RSE et progresser de plus en plus. Et c'est aussi ça, le mécanisme de labellisation qui permet de valider justement ce chemin d'amélioration continue. Donc, l'échelle de maturité qui est un point important, la méthode d'évaluation,
Et là-dessus, la plateforme a été aussi assez claire et catégorique. L'un des points majeurs de crédibilité de la labellisation, c'est qu'il y ait une évaluation sur site, qui est vraiment une équipe ou un évaluateur qui puisse venir poser des questions, regarder comment ça se passe, examiner les pratiques, examiner des documents également, mais venir sur site pour voir concrètement comment se passe et comment vit la démarche sur le site. Et puis, compétence également de l'évaluateur qui, du coup, doit connaître évidemment à la fois le secteur d'activité, à la fois évidemment le référentiel sur lequel il évalue, c'est la moindre des choses. Et donc, il doit y avoir forcément dans le mécanisme d'évaluation et donc dans les recommandations qui portent sur l'organisme ou les organismes qui interviennent dans le processus de labellisation, un processus de qualification, de sélection des évaluateurs, justement sur ces aspects, connaissance du secteur, connaissance de la RSE évidemment, etc., etc. Et puis, dernier point, des conditions d'attribution du label qui sont parfaitement décrites avec soit un ou des scores en fonction d'un niveau de maturité, c'est généralement ce que l'on trouve sur les labels RSE, avec évidemment des méthodes de scoring qui sont parfaitement transparentes. Donc ça, c'était pour les composantes. Et alors, si on va à la slide suivante, Clara, bon. on trouve alors, les 10 principes, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des 10 principes, mais la norme évoque en fait les 10 principes d'un label crédible. Alors, allez, je vais en prendre quelques-uns au hasard sur les deux slides là, qui viennent, donc la slide et puis la slide suivante. Donc, par exemple, le premier sur l'impartialité. À la fois entre l'organisme propriétaire du label et ou l'organisme tiers indépendant qui intervient pour la labellisation, les rôles doivent être bien spécifiques et bien partagés, y compris lorsque c'est un OTI lui-même ou un organisme de certification qui délivre le label dont il est propriétaire, eh bien, les rôles sont toujours bien séparés. Ce n'est jamais, par exemple, l'évaluateur qui réalise l'évaluation sur site qui va, in fine, prendre la décision de labellisation. Il y a toujours une revue par ce qu'on appelle un expert. Alors évidemment, tout cela, on tient, nous, dans nos organismes de certification, et je pense là, je prends la casquette d'AFNOR Certification par exemple, mais c'est le cas de beaucoup d'autres organismes de certification, on tient ces pratiques professionnelles des mécanismes d'accréditation dont nous faisons l'objet, puisque pour opérer notamment des certifications diverses et variées, eh bien, nous avons aussi des audits d'accréditation qui sont par un organisme pour le coup aussi un peu d'État qui s'appelle le COFRAC, qui vient accréditer et forcément eh bien, dans les règles de base, on va dire, de l'impartialité, eh bien, il y a notamment ce fait qu'il faut bien séparer les rôles, y compris dans un même organisme où celui qui évalue n'est jamais celui qui prend la décision. Il y a toujours une revue critique qui est réalisée avant la décision. Professionnalisme et compétences, on l'a vu, il y a tout un mécanisme évidemment de sélection et de qualification. Bon, je ne vais pas tous les faire. Transparence, alors ça c'est un point important également pour les labels RSE. En fait, que ce soit le propriétaire du label, la fédération ou l'organisme tiers indépendant, on doit être transparent sur toute la ligne. Sur le référentiel. On doit avoir forcément, les entreprises doivent avoir accès aux critères, doivent avoir accès aux mécanismes et aux processus de labellisation, doivent savoir comment ça se passe. Donc, avant de se confronter au label, forcément, de savoir quelles sont les étapes, comment ça va se passer, la typologie de questions qu'on est susceptible de poser, quels sont les éléments d'investigation qu'on va opérer, justement, qui vont être documentaires, qui vont être par des interviews, qui vont être par des recoupements d'informations, etc., etc. On doit être aussi transparent sur la méthode de scoring. Alors, si je fais par exemple le parallèle avec une autre forme, on va dire un autre métier, que sont les agences de notation extra-financière, par exemple, où là, beaucoup de grandes entreprises qui subissent des notations d'agences extra-financières disent beaucoup, ouais, mais c'est pas très transparent, c'est un peu opaque la manière dont sont fournis et bâtis les scores. Dans la labellisation RSE et au travers de cette norme, et c'était aussi une préconisation de la plateforme, on doit être transparent sur tout, sur les méthodes de scoring, comment ça se passe, etc., etc.
Voilà, confidentialité, évidemment, bah forcément, comme on est amené à échanger ou à obtenir finalement des informations extrêmement confidentielles et stratégiques des entreprises, bah forcément, on est tenu à un devoir de confidentialité parfait. On peut passer peut-être à la suivante, Clara, s'il te plaît, merci. Bon, voilà, là encore, je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez tous ces éléments et ces principes qui sont détaillés dans la norme et qui peuvent éclairer justement eh bien, l'entreprise. Alors évidemment, qui éclaire d'abord, parce que la norme, elle cible d'abord et avant tout les organismes qui souhaiteraient mettre sur le marché un label, et donc qui leur permet de détailler tous ces éléments et tous ces principes. Donc voilà, traitement des réclamations, bah forcément, ça fait partie de l'artillerie qu'il faut mettre en place. Lorsqu'on labellise, eh bien, il faut des mécanismes justement à la fois de réclamation à destination ou qui peuvent être utilisés par l'entreprise labellisée, si à un moment donné elle n'est pas d'accord avec les conclusions, etc., mais aussi, et c'est important, par un tiers, par une partie prenante qui pourrait interpeller aussi l'organisme labellisateur qui vous dit bah, moi j'ai eu connaissance de, vous avez labellisé un tel, bon, il y a des pratiques que je souhaiterais soumettre à votre analyse. Bon, voilà, ça peut être aussi donc c'est les fameux lancements d'alerte d'une certaine manière. L'exemplarité, bah forcément, les OTI comme les organismes propriétaires des labels doivent avoir aussi d'une certaine manière une forme d'exemplarité en matière de responsabilité sociétale, voilà, même si elles-mêmes ne sont pas forcément labellisées. Je parle pour AFNOR et AFNOR Certification, on a encore beaucoup de progrès à faire sur le sujet, mais voilà, il y a quand même, évidemment, on avance aussi comme tout le monde. Accessibilité, tout type d'entreprise, qu'elle soit PME, TPE, on doit pouvoir avoir accès justement à la labellisation. Et les deux derniers, alors qui sont pas neutres, et on y reviendra d'ailleurs, le principe de matérialité, ça c'est un gros mot, le principe de matérialité qui est quand même non négligeable et très important, qui consiste en fait pour le labellisateur à finalement, même d'ailleurs, même lorsqu'il s'agit d'un label parfaitement générique et qui s'adresse à l'ensemble des secteurs d'activité, l'idée c'est que eh bien, le mécanisme de labellisation, et donc notamment l'évaluateur ou l'équipe d'évaluation, tienne compte particulièrement des sujets de la RSE qui constituent des domaines ou des enjeux clés pour l'entreprise, et donc d'être d'une certaine manière, d'investiguer de manière particulièrement approfondie sur les thèmes qui constituent des enjeux clés ou des impacts plus significatifs pour l'entreprise que des thèmes qui sont un peu moins importants ou pertinents pour tel ou tel secteur. Et on verra d'ailleurs, et je me permets du coup de prendre un petit peu d'avance, mais forcément, ça veut dire que l'entreprise elle-même, à un moment donné, doit se poser la question, bah, quels sont les thèmes de la RSE ou quels sont mes enjeux les plus significatifs ou mes enjeux clés en matière de RSE. Donc ça, c'est le principe de matérialité. Et autre point, et j'en finirai là-dessus, principe de non-compensation, encore peut-être un gros mot, mais qui est très simple à comprendre. Le principe de non-compensation, c'est tout simplement le fait que pour la crédibilité de l'obtention d'un label, il ne faudrait pas que un score très élevé sur un sujet de la RSE puisse masquer un score très très faible sur un autre sujet de la RSE. C'est un peu ce principe de non-compensation qui, notamment, eh bien, par des mécanismes peut-être soit de critères rédhibitoires ou des mécanismes de scoring, permettent finalement à une entreprise qui aurait justement des pratiques très très faibles sur un sujet ou totalement absentes, eh bien, ne pourrait pas accéder à un haut niveau de maturité sur un label qui en comporte évidemment plusieurs. C'est un peu ce principe de non-compensation. Voilà. En gros, bah, l'idée d'un label RSE, c'est aussi de faire comprendre et de passer le message aux parties prenantes externes que l'entreprise, elle a une responsabilité, que globalement, eh bien, elle a un niveau de maturité qui n'est pas forcément équivalent sur tous les sujets de la RSE, mais qui globalement, il y a un socle minimal qui effectivement est important. Voilà un peu les 10 principes et je finirai sur la conclusion qui vient après, sur le slide d'après, Clara, voilà, qui résume en fait les éléments un petit peu clés qu'on a détaillés précédemment. Donc voilà, un label crédible, bah, on doit se poser la question des ressources qui sont mises en œuvre, donc évidemment le personnel qui intervient à chaque étape de la labellisation. S'il y a externalisation, bah forcément, c'est le côté justement lorsque l'on sélectionne ou qu'on qualifie des évaluateurs,
eh bien, il y a la dimension sectorielle, la dimension connaissance, les instances de décision qui sont bien claires, bien séparées. Enfin, il y a les informations qui concernent le label, qui doivent être parfaitement transparentes pour tout le monde, les documentations liées au fonctionnement du label, également très important, évidemment, l'utilisation, les règles d'utilisation de la marque qui est associée au label. Et ça aussi, c'est essentiel parce que il en va de la crédibilité. Et donc, ces règles, normalement, le labellisateur, l'organisme propriétaire du label et ou l'organisme tiers indépendant doivent être très clairs sur les règles d'utilisation de la marque associée à son label. Et puis enfin, le processus, voilà, où il y a tous les éléments contractuels, évidemment, qui sont bien clairs et qui définissent parfaitement le déroulé de l'évaluation, comment ça se passe, les différentes étapes, l'étape de préparation, comment se passent les décisions, qu'est-ce qui va se passer sur site. Enfin, c'est ce qu'on rappelait évidemment tout à l'heure au travers des différents principes. Merci Voilà. beaucoup. Je vous repasse la parole, Marie-Nicolas. Oui, 2 secondes juste parce qu'en fait on a des questions qui sont arrivées. Je pense qu'il y en a certaines auxquelles en fait on va répondre juste après parce qu'il y avait des questions sur est-ce qu'il existe des listes de labels qui sont fiables? Est-ce que il y a certains labels qui répondent à certains enjeux sectoriels? Donc ça, je pense qu'on va pouvoir y répondre juste en suivant. Il y avait quand même, ceci dit, une petite question, je pense que c'est bien de la prendre maintenant, de Dominique Lucas qui dit transparence et confidentialité, ce n'est pas facile d'associer les deux, en gros. Est-ce qu'il faut rendre visible la question, la réponse, la pondération? Alors, en fait, bonne question. Transparence, c'est à la fois, donc c'est pour le labellisateur sur l'ensemble du processus et des éléments constitutifs du fonctionnement du label. Ça, c'est un principe qui s'applique pour ce qui est de la labellisation, c'est un principe qui s'applique à l'ensemble des organismes qui interviennent pour la labellisation. C'est aussi un principe de responsabilité sociétale qui s'applique à l'entreprise. Maintenant, évidemment, quand on marie, nous, labellisateurs, le principe de transparence, donc on est parfaitement transparent sur le processus vis-à-vis des entreprises qui candidatent au label, et lorsque nous réalisons une mission d'évaluation pour un label, eh bien, toutes les informations qui transitent entre nous et l'entreprise sont parfaitement confidentielles. Et d'ailleurs, le rapport d'évaluation, il appartient purement et simplement à l'entreprise, puisque forcément on remet des conclusions. Et donc c'est à l'entreprise, évidemment, de faire ce qu'elle veut du label. Nous, simplement, on va remettre une attestation qui définit le niveau de maturité, évidemment, après, le fait que l'entreprise est là réalisé justement son évaluation. Mais voilà, après, c'est là où ça se marie parfaitement et sans aucune difficulté. C'est à l'entreprise, évidemment. Alors, là, pour le coup, il y a un moment donné où, en tout cas, alors là, je parle au titre d'AFNOR Certification et du label engagé RSE. Lorsqu'on est labellisé, le fait d'être labellisé, il y a une transparence de facto parce qu'on vient intégrer une liste d'entreprises labellisées qui est accessible sur notre site internet avec le niveau de maturité qui est celui que l'entreprise a obtenu. Donc ça va jusque-là. Mais par contre, pour ce qui est du contenu, évidemment, du rapport avec des éléments extrêmement stratégiques où on peut manier des informations liées à l'innovation, liées aux orientations stratégiques, aux évolutions du modèle économique, etc. Mais jamais de la vie, évidemment, le labellisateur ne se permettra d'aller mettre sur la place publique des éléments d'information de cette nature-là. Ça, c'est clair. Parfait. C'était très clair. Merci beaucoup, Olivier. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre justement un petit peu dans le décryptage finalement des différents types de labels qui existent. Alors, on avait commencé à imaginer une cartographie, sauf qu'on s'est rendu compte qu'être exhaustif, ça allait être compliqué, vu ce que nous disait Olivier. Donc, finalement, on a choisi une autre approche. Et donc, je vais laisser la parole à Nicolas. Oui, du coup, sur comment un peu se repérer dans la jungle des labels, c'est vrai que déjà, vous noterez que sur la diapo, on a mis des guillemets à label parce que maintenant, vous avez compris qu'il y a une partie où on a certaines normes enfin, qui sont en train d'être, qui sont assez récentes, mais qui édictent aussi ce que devrait en tout cas être un label RSE. Mais pour autant, nous, ça fait depuis un petit moment qu'on travaille sur ces sujets, mais c'est d'où les guillemets aussi. Mais
C'est vrai qu'il y a, Olivier disait, un label qui émerge tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures sur les sujets RSE. Donc ça fait effectivement une grande jungle de labels. Et puis voilà, quand une organisation, une entreprise vient nous voir en disant voilà, je suis intéressé par un label RSE, nous, la première chose qu'on fait, c'est effectivement, on prend avec ces organisations la machette et puis on vient tailler dans la jungle et directement. Donc, et pour ça, on regarde un petit peu, effectivement, soit le secteur d'activité, parce qu'il y a des labels sectoriels. Donc là, effectivement, il y a des labels qui s'affichent, mais ils ne sont pas forcément exhaustifs, hein. Je peux aussi vous donner d'autres exemples qui existent. Le marché sur lequel l'entreprise évolue, la culture d'entreprise, des velléités qui sont autres, est-ce qu'il y a une volonté d'être société à mission, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, dans la manière dont on peut approcher et dans la manière dont a approché aussi la plateforme RSE, la question des labels RSE, il y a effectivement des labels dits généralistes, c'est-à-dire qui vont valoriser l'ensemble d'une démarche RSE, dont engagé RSE qui est porté par la FNOR, mais effectivement, on peut aussi, dans ce cadre-là, et c'est ce qui est aussi noté dans les documents de travail de la plateforme RSE, le label Lucie 26000, Bicorp d'une certaine manière, alors qui ne se présente pas comme un label, mais une certification. Mais là, encore une fois, si on rentre dans le détail de la terminologie de certification, enfin, ce sujet Bicorp, label ou certification, ne remplit pas non plus les critères exacts de la certification. Et PME+, qui est généraliste, mais qui s'adresse plutôt aux organisations qui travaillent avec la grande distribution et qui, comme son nom l'indique, sont des PME. Il y a des approches sectorielles, donc effectivement, ce qui a un petit peu induit aussi les travaux de la plateforme RSE. Donc voilà, là on cite Vignerons engagés, Agence active, et puis le label RSE de l'UNICEM. Voilà, après, il y a d'autres labels aussi sectoriels sur les scopes du BTP, sur les coopératives agricoles, sur la Fédération Hygiène Entretien Responsable, sur d'autres sujets aussi. Des labels thématiques, donc là le label numérique responsable avec lequel nous on travaille, mais il y a aussi d'autres sujets thématiques qui sont existants sur la qualité de vie au travail type Great Place to Work, ou des labels ISR sur l'investissement socialement responsable. On a le cas en Alsace d'avoir un label RSE territorial qui est le label Alsace Excellence, donc qui est aussi cité dans les travaux de la plateforme RSE, où là finalement il y a une approche au-delà d'être RSE généraliste aussi, qui concerne les entreprises d'un territoire géographique donné, là en l'occurrence du coup l'Alsace. Je mets Ecovadis dans autre parce que c'est un autre mécanisme d'évaluation externe en tout cas, mais euh, je dirais, a pas forcément vocation à être un label initialement, mais plutôt une manière aussi d'évaluer une démarche RSE voilà, dans le cadre plutôt de relations commerciales. En tout cas, ça a commencé par là, mais effectivement, il y a quand même une qualification or, argent, bronze, de mémoire, je crois que c'est platinium quand on est vraiment dans les 1% qui sont les meilleurs, mais voilà, ça permet quand même de se jauger d'un point de vue externe. Donc, nous, notre positionnement jusqu'ici, sans rentrer dans forcément ni les travaux de la plateforme RSE, ni dans la norme qui est très récente, qui a été publiée par la FNOR, c'est de dire, voilà, on essaye un petit peu de s'adapter au profil d'entreprise, au marché, au secteur d'activité. On essaye de voir un petit peu ce qui peut coller au mieux aux attentes des organisations sur les sujets de label RSE. Et finalement, dans ce qu'on peut entendre par label RSE, c'est surtout cette notion d'avoir un tiers externe qui vient valider ou évaluer à minima la démarche RSE de votre entreprise.
Du coup, par rapport à la question qui avait été posée, alors je pense que là, l'un comme l'autre, vous pourrez certainement peut-être répondre. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une liste claire, officielle, qui a été réalisée sur quels sont les labels qui sont crédibles ou ceux qui ne le sont pas? Est-ce que le travail a été réalisé dans le cadre du travail sur la plateforme ou pas? Et sinon, bah, en gros, il faudra se contenter des quelques éléments qu'on vous a apportés là, c'est ça? Je vois la tête d'Olivier. Ouais, je me permets d'intervenir. En fait, c'est hélas ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais non, non, il y a pas de liste. Et c'était un petit peu quand j'introduisais justement l'historique et ce qu'a fait et le travail de la plateforme RSE, ça devait être un petit peu la deuxième étape et la deuxième mission finalement de cette plateforme RSE que de justement, d'une certaine manière, établir une liste ou elle-même s'emparer des critères pour... et puis en fait, finalement, ça a sans doute été considéré que ce n'était pas le rôle de la plateforme ou de cette instance du gouvernement. Et donc aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est la raison aussi pour laquelle, justement, eh bien, c'est aussi à nous, les professionnels de la labellisation, de finalement édicter un certain nombre de bonnes pratiques professionnelles et de les mettre sur la place publique avec un certain nombre de principes pour que eh bien, les entreprises puissent choisir en bonne connaissance de cause. Et puis après, je crois qu'il faut aussi être pragmatique. Hein. Chacun doit se poser la question de savoir quel objectif il poursuit avec la labellisation. Et d'une certaine manière, eh bien, on peut aussi se contenter d'un label premier niveau, on va dire. Et Nicolas, tu l'as très bien cité. Enfin voilà, si on reprend Ecovadis, hein, on va pas se mentir, c'est le leader mondial de l'évaluation RSE parce que c'est un mécanisme un peu d'entrée de gamme qui est en ligne où il n'y a pas d'éval sur site, etc., mais qui est déployé mondialement. Notamment parce que, et Nicolas, tu l'as bien, tu l'as bien, tu l'as bien rappelé, c'est aussi parce que des donneurs d'ordre utilisent cette plateforme pour faire des campagnes d'évaluation dans le cadre de passage de marché. Et donc, forcément, à un moment donné, quand on a autant d'évaluations qui sont faites, c'est aussi, ça donne envie, d'une certaine manière, de distribuer des bons points. Et c'est comme cela qu'ils ont finalement créé aussi cette forme de... Alors, on ne va pas l'appeler labellisation pour le coup, on essaie de se battre là-dessus, mais en tout cas, cette forme de signe de reconnaissance au travers des médailles qu'ils distribuent. Et ce qui est très bien, et ce qui peut suffire en effet. Voilà. Par contre, une entreprise qui cherche, et on l'a vu sur les bénéfices qu'on a abordés tout à l'heure, une entreprise qui cherche vraiment de lancer une dynamique interne, d'impliquer l'ensemble des collaborateurs, c'est pas Ecovadis qu'elle va chercher, c'est une autre forme de labellisation qu'on a sur les autres, en effet. Et après, il y a le côté sectoriel aussi, forcément, parce que, enfin, voilà, il y a plein de... Allez, je m'arrête. D'opportunités. Merci beaucoup, Olivier. Il nous reste encore 5-10 minutes maximum pour finir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la dernière partie, sur finalement comment se lancer. Du coup, c'est quoi les étapes pour initier une démarche de labellisation. Et puis, on gardera quelques petites questions pour la fin. Donc, on est à la slide 28, Olivier. Ah oui, c'est pour moi. OK. Bah oui, du coup. OK. Alors, du coup, Clara, passons directement à la 29, à la 31, pardon, à la 31. Merci, Clara. Alors, exemple, évidemment, hein, moi, je prends l'exemple que je connais le mieux, en tout cas, hein, même si AFNOR Certification a participé à motoriser un certain nombre d'autres labels sectoriels. Mais label engagé RSE, en fait, la philosophie du label, elle est la suivante. Il n'y a pas de, comme on le disait, ce n'est pas une certification, on ne vient pas vérifier une conformité aux exigences. En fait, on vient évaluer la capacité de l'entreprise, votre capacité à bien identifier ces enjeux clés, les thèmes les plus significatifs pour votre entreprise, à identifier également les parties prenantes et les attentes des parties prenantes, et du coup à mettre en face eh bien, les engagements
qui sont pertinents et cohérents avec ces enjeux clés, à mettre en face également des objectifs un peu chiffrés qui sont bien cohérents, à mettre en face également des plans d'action et des bonnes pratiques qui vont être cohérentes et répondre à ces enjeux clés, et puis, in fine, des indicateurs aussi de performance, c'est important de mesurer évidemment, mettre en place des indicateurs de performance qui vont eux aussi répondre aussi à ces enjeux clés. Alors, du coup, si tu passes, Clara, on va sauter l'étape d'après, mais passons à la 33. Eh bien, si je reprends finalement une recommandation de l'ISO 26000 en direct, une bonne pratique pour commencer, c'est justement d'opérer cette analyse un peu stratégique, alors qui doit être la plus collégiale possible dans l'entreprise, qui peut impliquer aussi, pourquoi pas, des parties prenantes externes, mais qui consiste justement à, d'un côté, identifier, cartographier finalement l'écosystème qui gravite autour de l'entreprise, quelles sont les parties prenantes que l'entreprise impacte, ou bien les parties prenantes qui peuvent elles-mêmes impacter l'entreprise, qui peuvent avoir une influence positive ou négative, qui peuvent être des aides et des soutiens, ou bien au contraire des formes de nuisance aussi pour l'entreprise. C'est très important de connaître ça pour l'entreprise, et donc de capter les attentes de ces parties prenantes. Et puis de l'autre côté aussi, d'identifier parmi l'ensemble des thèmes de la RSE, des thèmes constitutifs de la RSE qu'on retrouve dans l'ISO 26000, qu'on retrouve dans les critères des labels, qu'on retrouve dans les objectifs de développement durable, et bien de déterminer justement sous forme d'entonnoir et avec une méthode un petit peu éprouvée, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la slide d'après, enfin c'est un exemple de méthode, hein, avec des grilles d'analyse. Si tu passes, oui Clara, je ne sais pas, à la slide 34. L'idée, justement, est bien de prioriser les enjeux. Je pense que c'est le premier travail à réaliser pour être bien conscient, justement, de tout ce qui constitue la RSE, l'ensemble des thèmes qui constituent la RSE, et pour l'entreprise, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de sa taille, en fonction de son marché, en fonction du territoire sur lequel elle est implantée et des territoires sur lesquels elle opère, eh bien, de faire ce diagnostic et de prioriser ces enjeux, et derrière, encore une fois, eh bien, de mettre en place toutes les actions qui vont permettre de répondre à ces enjeux. Et une fois qu'on a identifié ça, c'est vraiment l'étape initiale. Et c'est là-dessus finalement que va se baser l'évaluation, encore une fois, parce que l'évaluation, elle consiste justement à analyser la manière dont vous répondez vous-même finalement à vos enjeux clés. Je crois que c'est un peu d'ailleurs, Nicolas, Marie, je parle sous votre contrôle, mais c'est un peu ce que vous faites au départ quand vous accompagnez, hein. Tu as parlé, Nicolas, du diagnostic au départ, du contrat de progrès. C'est un peu ça que vous mettez en œuvre, non? On fait le diagnostic, après c'est plus dans le cadre des feuilles de route RSE, on fait toujours cette fameuse analyse de matérialité qui est un gros mot. C'est vrai que je dis souvent, c'est juste une terminologie qui fait que des gens de la RSE ont l'air intelligents quand ils parlent, mais c'est ni plus ni moins prioriser ces enjeux clés en matière de RSE pour mettre l'énergie au bon endroit. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fini. Alors, en conclusion, hein, Super. c'est le dernier, on s'arrêtera là. Bah oui, dis donc, il est 17h30. Voilà, en résumé, hein, sur les quelques points clés, comprendre le sens des pratiques qui sont mises en œuvre et notamment bien s'assurer que tous les projets, et comme dit Nicolas, hein, l'énergie qu'on met sur un certain nombre de projets, est-ce que ça répond bien à des enjeux clés qui vont nous permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise avec tous les chamboulements qui sont devant nous. S'assurer que ces pratiques, elles sont bien comprises et déployées partout et par tout le monde, que ce n'est pas juste l'apanage de 2-3 collaborateurs qui sont engagés, mais qui est vraiment un déploiement, et puis que forcément, que ces pratiques donnent des résultats attendus, d'où l'importance de fixer des objectifs, de mesurer, et enfin de vérifier que ces pratiques, eh bien, elles sont parmi les meilleures. Il y a un point important, alors, sur lequel on insiste beaucoup, d'ailleurs, qui vient de l'ISO 26000 aussi, hein, c'est le fait de se comparer, de toujours aller chercher des bonnes pratiques ailleurs, de participer à des clubs, comme vous le faites aujourd'hui, par exemple, auprès d'initiatives durables, d'aller à l'extérieur, d'avoir des mandats dans une fédération, de participer à tout un tas de réseaux qui permettent justement d'échanger et de capter des bonnes pratiques. Ça me paraît être la meilleure solution. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Nicolas. Peut-être pour prendre quelques questions qui sont arrivées. Une qui s'intéresse finalement à se dire qu'est-ce qu'apporte la labellisation RSE en plus d'une démarche pour devenir société à mission? Alors, la forme finalement, la qualité de société à mission est une forme de labellisation, hein. Alors,
c'est pas tout à fait le cas, mais quand on y regarde de plus près, bon, d'abord, c'est la loi Pacte, etc. Mais lorsque on établit une raison d'être, des objectifs statutaires et des grands objectifs qui constituent la mission, qu'on les décline en objectifs opérationnels, qui évidemment doivent tenir compte forcément un peu des enjeux clés, même s'il y a un choix qui peut être opéré par l'entreprise au travers de sa mission. Et puis derrière, un comité de mission qui est mis en place. Et puis derrière, un OTI qui vient vérifier à un moment donné l'exécution de la mission. Honnêtement, dans le processus, on n'en est pas très loin. Donc voilà, après, c'est aussi un choix. Les deux peuvent être complémentaires. Si on regarde dans le détail, en réalité, la petite différence, et c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant, en fait, c'est que dans le cadre d'une société à mission, les dirigeants peuvent faire le choix de circonscrire leur mission et leurs objectifs à un certain nombre de points, alors qu'en toute logique, eh bien, une labellisation, si elle porte sur l'ensemble, enfin, si elle labellise la démarche de responsabilité sociétale globale de l'entreprise, elle doit embarquer forcément l'ensemble des enjeux clés qui sont déterminés au travers des mécanismes. Mais on n'est pas très loin. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une autre forme qui peut exister. Peut-être juste pour compléter ton propos, Olivier, nous, on voit effectivement aussi la société à mission comme quelque chose qui potentiellement, enfin, pour nous, la RSE, c'est vraiment les enjeux clés et comment je limite ou optimise certains impacts. Mais dans mon activité, la société à mission étant d'intégrer, en tout cas dans la philosophie, des impacts positifs aussi dans son modèle économique. Donc, pour moi, c'est plutôt des approches complémentaires avec effectivement un mécanisme d'audit qui se rapproche. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a Eric Marjolin qui a une question très spécifique sur le secteur du BTP pour savoir s'il y a des labels spécifiques qui existent autour de ce sujet. Peut-être je vous inviterai Olivier et Nicolas à répondre directement dans la conversation à Eric en parallèle. En tout cas, il y avait une question autre sur la crédibilité des critères aux yeux d'un territoire ne correspond pas forcément à celle des acteurs économiques, notamment de ce territoire. Comment articuler les attentes, les enjeux et objectifs des différents acteurs d'un même territoire? Par exemple, le label Made in Jura. Est-ce que ça peut être une opportunité d'insuffler la RSE au travers de ce réseau? Bonne question. Alors, pour le coup, je ne connais pas le label Made in Jura, mais n'est-ce pas un label qui concerne les produits qui sont issus du territoire du Jura et non pas forcément les entreprises? Moi, je ne connais pas, hein, donc je ne me prononcerai pas, mais... Ouais, il y avait peut-être une question un petit peu dans du même type, mais de Sophie cette fois, qui disait est-ce qu'il existe des labels au niveau macro sur des territoires pour pas labelliser individuellement des entreprises, mais finalement un territoire en tant que tel? Alors, si je réponds à cette question, oui, en fait, d'une certaine manière, alors nous, on a côté chez AFNOR Certification, on a décliné en fait le label engagé RSE et depuis très longtemps d'ailleurs, sous un format qui est destiné aux collectivités territoriales et qui du coup, en effet, eh bien, embarque alors, pour le coup, si on est précis, c'est vraiment les acteurs de la collectivité, enfin en tout cas la collectivité elle-même qui peut être labellisée. Et en fait, on embarque évidemment plus du tout les mêmes critères que sur un label RSE classique destiné à une entreprise, mais on va y embarquer à la fois des critères liés évidemment à l'exemplarité interne de la collectivité au sens de sa fonction d'employeur, mais également des critères liés à l'ensemble des politiques publiques qui sont de la compétence de la collectivité et la manière dont ces politiques publiques, évidemment, intègrent des notions de développement durable et comment finalement, pour le coup, mais de la même manière, on va partir du même principe, comment la collectivité répond aux enjeux de développement durable de son territoire et donc comment elle les a identifiés au départ et comment elle y répond au travers justement des orientations qu'elle donne dans ses politiques publiques. Voilà. Donc ça existe, c'est assez peu répandu. Par contre, évidemment, seule voilà, la collectivité est labellisée. Après, tout le monde ne peut pas, évidemment, enfin, toutes les entreprises du territoire ne sont pas labellisées. Mais il doit en exister plein d'autres.
Parfait, merci. Et donc Claire nous disait, effectivement, c'est Claire qui avait posé la question précédente, que c'était pas forcément facile à expliquer à l'écrit. Est-ce que Claire, vous êtes encore connectée et vous voulez peut-être prendre la parole pour nous dire exactement ce que vous entendiez par votre question? En parallèle, le temps que Claire prenne la parole, il y avait une autre question de Rosanna sur est-ce qu'il existe des labels sectoriels plutôt pour les centres de formation? Enfin, du coup, pas sectoriel, mais plutôt, enfin, si, je ne sais pas si c'est sectoriel. Voilà. Si, il existe, Nicolas, tu crois? En tout cas, j'ai compris que c'était sectoriel, mais pas à ma connaissance. Mais je sais pas, toi, Olivier, si tu Ben là, comme ça, me parles là, pas. je l'ai pas. Après, voilà, on les connaît pas tous. Non, honnêtement, là, sur la formation professionnelle, en fait, hein, c'est ça. Hein, Oui, Rosanna confirme. Non, honnêtement, je connais Euh, pas. non, bah du coup, en tout cas, peut-être creuser si jamais, Rosanna, tu trouves voilà, des labels, au moins tu auras les critères à suivre pour savoir si c'est un bon label qui s'applique à vous. Pour tous ceux qui doivent nous quitter, merci beaucoup. Et donc, entre-temps, je ne sais pas si c'est Claire. C'est Claire. Ok, Claire peut prendre la parole. Super, merci. Merci. Du coup, sur le territoire du Jura, je parlais de Made in Jura, qui est une association qui va au-delà de simplement le référencement d'un attachement à un territoire, voilà, des produits de marque. Et il y a beaucoup d'initiatives d'écologie industrielle et territoriale qui se déploient sur le département. Et voilà, il y a des mouvements qui se superposent un peu. Et quand vous avez parlé de labellisation territoriale que je ne connaissais pas, je trouvais ça intéressant, peut-être pour embarquer de manière un peu plus facile des collectifs qui aujourd'hui sont pilotés à la fois par des collectivités locales et par des collectifs d'entreprises. Voilà. Et donc, ma question, c'était, est-ce que derrière ce label territorial, on pouvait y intégrer la démarche propre à la collectivité, à laquelle on superpose des démarches propres aux acteurs économiques? Est-ce que c'est clair? Bah, alors, C'est- vas-y, Nicolas. Peut-être prendre Bah, l'exemple enfin, d'Alsace, c'est je me demandais excellent. Ouais. si, ouais, c'est ça, je me demandais si l'idée c'était pas un peu de faire du benchmark sur ce que fait Alsace Excellence, mais enfin, de ce que je connais sur Alsace Excellence, donc l'initiative est née du fait de vouloir vraiment avoir un label RSE sur la partie Alsace. Quand ça a été lancé, c'était pas encore le grand test non plus, donc c'est ce qui explique un petit peu la démarche initiale en tout cas. La volonté, c'était vraiment d'avoir une démarche RSE propre, enfin un label RSE propre aux entreprises du territoire sans intégrer la politique du territoire en soi. Donc, on revient presque sur un label RSE générique qui vient comment dire, évaluer, auditer, labelliser une démarche générique d'une entreprise, mais qui est sur un territoire donné. C'est voilà, et effectivement dans le référentiel, notamment sur tous les sujets qui sont liés à l'ancrage territorial, au développement local, qui est l'une des 7 questions centrales du 26 000, on peut intégrer des questions plus spécifiques aussi sur les thématiques du territoire et sur potentiellement aussi des questions en lien avec la politique du territoire. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'Alsace Excellence qui soit connecté là maintenant, sauf si c'est le cas, elle peut aussi compléter ce que je viens de dire. Olivier, rien à préciser, du coup, c'est Non, j'ai par rapport à ça. Ouais, très bien. pas de complément. Hein. Tout est possible. Hein. Après, une question de cahier des charges et de référentiel, on peut toujours imaginer la construction d'un référentiel. Après, avoir l'objectif et les cibles. Mais non, rien à ajouter. Merci beaucoup. Il y avait juste une question d'Aurélia sur est-ce qu'il existe des labels pour l'événementiel. Donc, j'ai commencé à répondre sur, il me semble, la norme ISO 20121, c'est ça, au niveau de la FNOR. Et puis, localement, en Grand Est, on a aussi un acteur qui a créé sa propre labellisation éco-manifestation. Donc, je l'ai reprécisé aussi. Voilà, un petit peu à titre de réponse. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à propos.
par rapport à ça? Non. Ça me semble Ok. complet aussi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Auquel cas, si jamais j'ai oublié une question, n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse peut-être, voilà, qu'on puisse la prendre avant de clôturer. Je pense que c'était bon. Ouais, je pense qu'on avait fait un bon tour. Bah, en tout cas, merci à toutes et à tous. On vous enverra donc le replay de ce webinaire, le support de présentation. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, les uns, les autres, si vous avez envie à présent de vous lancer dans une démarche d'amélioration, voire d'aller plus loin. Peut-être de poursuivre un approfondissement de labellisation que vous aviez peut-être initié ou faire un nouveau label que vous ne connaissiez pas, sectoriel, par exemple. On reste à votre disposition pour toute question et merci beaucoup pour votre attention et merci à nos intervenants du jour. Merci pour Merci. l'invitation. À bientôt. À bientôt.